Bonjour à tous, vous êtes sur un webinaire de votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne Métropole. Et ce webinaire est placé sur l'urgence énergétique. Vous allez avoir différents intervenants qui sont extrêmement opérationnels et qui, avec différentes étapes de 10 minutes, vont essayer de vous brosser la situation. On a deux thèmes principaux, c'est faire face à l'urgence. Et là, j'aurai Thierry Meige, EDF, qui va intervenir et qui est en visio avec nous. Sandrine Thomas, Nicolas, qui est à ma droite, pour Engie. Et Roger Troussardi qui va venir nous rejoindre et qui, lui, sera la posture de l'État. Notre deuxième partie, c'est engager des solutions structurantes. Vous aurez Véronique Joubert, BPI France, qui est à ma gauche, et Hervé Duclos sur Cooper Green. Alors, l'ensemble de ces interventions vont durer 10 minutes pour permettre d'être très synthétique. Et elles seront animées par Baptiste Marie-Catherine, qui est sur ma droite, et qui, lui, est notre conseiller environnemental de votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme. À l'issue de ces différentes interventions, vous avez la possibilité de poser vos questions. Vos questions vont apparaître sur un écran qui est, qui est face à nous, si bien qu'on va se répartir la réponse de vos questions. N'hésitez pas à les envoyer dès que vous avez le sujet en tête. Et à l'issue des interventions, il y aura bien entendu des réponses aux questions pour chaque intervenant, et puis un débat d'échange aura lieu entre nous. Nous nous retrouvons, et je le déplore, de nouveau dans une phase de webinaire peut-être urgent, parce que c'était ce que nous avons vécu pendant la phase Covid. Nous avons mesuré l'intérêt qu'avaient ces webinaires et le nombre de présents sur ce webinaire est bien une preuve supplémentaire que c'était nécessaire. Et en fonction de l'évolution des postures des fournisseurs, de l'évolution de l'État et également de l'évolution du retour terrain, nous serons peut-être amenés à avoir d'autres webinaires sur la partie énergétique. Sachez dans tous les cas que votre chambre de commerce sera à votre écoute durant toute cette épreuve pour vous apporter toutes les informations, que ce soit à la fois les informations de l'État et à la fois les formations des fournisseurs et également des solutions structurantes comme Cooper Green le fera à la fin de ce webinaire. Baptiste, est-ce que dans cette phase-là, je passe directement la parole à Thierry Meige pour la partie EDF, ou est-ce que vous souhaitez faire une introduction particulière avec Thierry Meige? Non, tout a été dit. Juste une info pour les entreprises, parce que beaucoup d'entre vous ont souhaité regarder ce webinaire. Alors, je tenais à vous dire qu'il est enregistré et que vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de la CCI ou sur le site internet. Donc, juste avant de laisser la parole à EDF, je vais animer ce webinaire et donc poser deux questions, ou du moins faire un constat auprès de nos deux énergéticiens. Alors, on voit des tarifs qui explosent avec des entreprises dont les factures ont été multipliées par 6, 7, 8, voire 9. Donc, mes deux questions, c'est comment on en est arrivé là et où est-ce qu'on va? Je laisse mes interlocuteurs répondre à cela. Donc, c'est Thierry qui prend la main? C'est Thierry qui prend la main. Je suis le directeur du développement EDF en Auvergne et je suis accompagné de Catherine Riotor, qui est notre experte prix pour la région Auvergne. Voilà, donc je vais tenter de répondre à la question de Baptiste et je tiens, avant de démarrer cette réunion, à remercier Claude Barbin de l'initiative, parce que je ne vous cache pas qu'on voit beaucoup d'entreprises qui commencent à être en difficulté et j'y reviendrai tout à l'heure. Deux mots en entrée, nous historiquement, on était plutôt sur le sujet de la décarbonation, avec 800 collaborateurs, puisque notre métier c'était à la base, ça a toujours été de maîtriser les factures des clients, donc à la fois le prix et la quantité, avec ce qu'on appelle chez nous de l'efficacité énergétique, voire de la production photovoltaïque. Alors,
En deux mots, trois types de clients aujourd'hui face à cette crise. Ce qu'on appelle les moins de 36 kVA, ce qu'on appelle les C5, qui eux sont protégés par le bouclier tarifaire, puisque Elisabeth Borne a lancé une protection pour 2023 de 15%. Donc pour tous les gens qui bénéficient ce qu'on appelle historiquement le tarif bleu, moins de 36 kVA, et toutes les entreprises qui ont moins de 10 salariés et 2 millions de chiffre d'affaires. Donc là, celles-ci, elles sont protégées. Il faut qu'elles restent sur le tarif réglementé. Si elles ont des contrats à la concurrence, elles peuvent éventuellement revenir en tarif réglementé. La deuxième typologie de clients, c'est les clients qui sont offres de marché avec des offres de chez nous, ce qu'on appelle des offres en tacite reconduction. Donc là, elles reçoivent annuellement la reconduction de leur contrat. Donc c'est des contrats qui ont un bon niveau de prix. J'insiste beaucoup sur ça, parce que tout simplement, les prix ont été déterminés avant la crise tarifaire. La troisième typologie de clients, c'est les plus gros, ceux qui n'ont pas d'offres, ce qu'on appelle en tacite, donc des offres à grille. Donc, c'est les plus de 250 kVA. Là, il y a deux types de clients. Il y a ceux qui arrivent à échéance à fin octobre, voire fin d'année. Donc là, ils vont subir, j'y reviendrai tout à l'heure, le prix du marché, puisqu'on est sur un marché ce matin que aux alentours de 550 € du mégawattheure. Et il y a ceux qui ont déjà acheté 2023. Et bien là, ce qu'on leur conseille, c'est plutôt d'attendre peut-être le printemps et voir l'évolution de la crise. Il n'y a pas d'urgence pour acheter. Voilà. Alors, deux mots, je rappelle qu'un prix d'électricité est constitué de 3/3. En gros, avant la crise, c'était ça, il y avait 1/3 de taxes, 1/3 d'acheminement et 1/3 de fourniture. Donc, ce qui s'est envolé, c'est la partie fourniture. Alors, pourquoi la prix de la fourniture? En gros, le marché était avant aux alentours de 60 €. Là, en début septembre, on est monté à 1 000 € et là, on est redescendu aux alentours de 550 €. Alors, il faut savoir que le prix de l'électricité est sur un marché européen. Il est calé sur le dernier prix du moyen de production en Europe, c'est-à-dire les centrales thermiques à gaz. Donc, retenez que le prix de l'électricité est calé sur le prix du gaz globalement. Et le deuxième facteur, vous avez dû en entendre parler, c'est notre programme le problème de corrosion sur nos réacteurs qui font qu'on a 50% de nos réacteurs qui sont à l'arrêt. Et comme vous savez qu'on est sur un marché, l'offre et la demande, d'où cette hausse des prix. Alors pourquoi on était à 1000 et on redescend à 550 €? Ben, tout simplement parce que le combat du gouvernement français aujourd'hui est de décorréler justement ce prix d'électricité du prix du gaz. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 15 jours, il y a eu une petite confusion. Le président de la République n'a pas dit arrêter d'acheter, il a dit patienter pour acheter. Ce n'est pas la même chose quand même, parce qu'il espérait décorréler ce prix d'électricité du gaz. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur tout ça, sauf une mesure qui a été prise et qui a encore créé de la confusion, parce qu'en gros, l'Union européenne, a indiqué que les producteurs ne vendraient pas quand elles vendaient leur électricité à plus de 180 € du mégawattheure, le surplus était reversé dans les caisses de l'État et l'État reverserait ces montants sous forme d'aide aux entreprises. Alors, on ne connaît pas les modalités et on ne connaît pas à quelle échéance. Dit autrement, malheureusement, ce que je crains, c'est quand on a des dispositifs européens, la mise en application, elle ne se fait pas en claquant des doigts sous 15 jours, quoi. Donc, en d'autres termes, les prix de marché ne vont pas évoluer voilà. Dans ces conditions. Et malgré tout, la rétrocession de la différence, elle se fera sous plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà ce qu'on peut vous dire sur les prix. Donc, à la question de Baptiste, l'évolution des prix d'ici la fin de l'année, il y a plusieurs facteurs, vous l'avez compris. Ça peut être la rigueur climatique. Si on avait une vague de froid, on peut remonter sur les 1000. Ça va être notre capacité, vous avez vu l'actualité de ce matin, à remettre en service nos centrales. Et le principal, c'est surtout la décision de l'Union européenne, puisque par exemple, la péninsule ibérique a pu décorréler le prix du gaz de l'électricité. Voilà sur la partie hausse des prix. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, puisque le temps nous est limité, c'était la question souvent des entreprises, c'est est-ce qu'on va devoir délester pendant cet hiver? Donc, est-ce qu'on va pouvoir passer l'hiver? Donc, en deux mots,
RTE a mis en place un système qui s'appelle EcoWatt, avec des jours verts, des jours oranges et des jours rouges. Vous l'avez déjà à disposition à la télévision le soir. Donc, il y a un signal qui est envoyé aux entreprises avec un processus bien réglé, qui vont éventuellement, où on va vous demander, alors il y a trois possibilités quand on est en manque de capacité. Pardon. Le premier niveau, c'est de faire des efforts collectifs, c'est ce qu'a demandé l'État français, donc de reporter des consommations de l'hiver sur l'été, des heures pleines sur les heures creuses. Le deuxième niveau, c'est d'être en capacité de s'effacer. On propose aujourd'hui des offres aux entreprises pour s'effacer. Et le troisième niveau, ce sera le délestage tournant de 2 heures. Alors, des délestages qui sont ciblés, puisqu'on ne déleste pas les hôpitaux, par exemple. Voilà. Donc, je rappelle, les heures de pointe, c'est 9h, 13h et surtout 18h, 20h. Alors, il y aura un temps d'échange à la fin du webinaire où vous pourrez répondre à toutes les questions. Donc maintenant, je me tourne vers Madame Nicolas. Alors, on a eu un beau portrait du marché de l'électricité. Quid du gaz, puisque beaucoup de nos entreprises utilisent les deux énergies. Donc, est-ce qu'effectivement, le gaz va suivre les mêmes tendances que l'électricité? Oui, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Baptiste, je te laisse dérouler quelques slides. Le retour son est peut-être un peu fort. En attendant, je vais me présenter. Donc, je suis Sandrine Nicolas. Je suis l'interlocuteur responsable commercial pour l'ensemble des entreprises en Auvergne, notamment. Voilà. Donc, je suis la locale de l'ETAP. Mon agence est basée à Lyon, sur tout le sud-est. On peut aller un peu avancer. Encore. Et donc, Engie, on ne le présente plus, hein, donc grand groupe, c'est effectivement notre vision locale qui permet donc d'être présent aujourd'hui et d'avancer sur le sujet, notamment gaz, hein, qui m'est confié ce matin. Alors, tout de suite, effectivement, un point marché pour répondre à la première question qui est comment on en est arrivé là. Alors, un point qui est important, j'espère qu'on voit bien mon slide, c'est de comprendre que le marché du gaz, comme Thierry l'a indiqué tout à l'heure pour l'électricité, donc on est sur un marché ouvert où la cotation du prix se joue tous les jours. Tous les jours, il y a des prix, il y a une volatilité même qui est au pas horaire. Tous les jours, le prix change. Pourquoi le prix change tous les jours? Tout simplement pour ces éléments que je ces éléments que je vous ai indiqués. Cette volatilité est due par la saisonnalité, suivant que nous nous trouvons en période d'hiver ou en période d'été. Bien évidemment, on aura des prix différents. On a aussi le phénomène, ce qu'on appelle la macroéconomie. On a vu pendant la période Covid, les prix s'effondraient complètement, où effectivement les conseils là étaient de saisir les opportunités. Bien évidemment, on a le facteur de spéculation qui va infléchir ce prix de l'énergie. Ce que je vous explique sur les facteurs déterminants de la volatilité, c'est valable pour les deux énergies. La météo, on a vu effectivement des météos, ces vagues de chaleur où quand on est en pic de froid, la demande forcément est beaucoup plus élevée, donc va infléchir sur le prix bien sûr du jour. Un autre facteur qui est important, c'est la géopolitique. Non, c'est juste avant. Je ne vous cache pas, on l'a tous vu, hein, pendant le conflit en Ukraine, au moment du déclenchement de la guerre en ce début d'année, les prix se sont envolés. Donc effectivement, ce contexte géopolitique est plus que conséquent. Un autre élément, c'est les infrastructures. Nord Stream, on a vu les conséquences des explosions sur les canalisations.
Et puis, bien évidemment, les autres produits comme le charbon, le CO2, mais bien sûr, l'offre et la demande. Donc, vous l'aurez compris, tous ces éléments influent sur le prix des énergies. Alors, comment on en est arrivé là? Déjà, on a vu les facteurs. Là, je vous montre une courbe qui est au pas d'une année, une petite année. Et on voit, là on est en produits gaziers, on voit effectivement d'où on est parti, juste en début d'année, sur un prix de marché de gros qui était autour de 50, 55 euros. Je vous rappelle toutefois que pendant Covid, on avait des prix autour de marché de gros 10, 12 euros. Début d'année, 50, 60 euros. Et vous voyez le pic à fin août, où on a atteint du quasi 300 euros. Chaque petite pic, alors évidemment, je ne vais pas lire toute la description, mais chaque petite envolée correspond à un élément que je viens de vous citer juste avant. Donc, ou un élément macro, ou un élément saisonnalité, ou un élément politique, de spéculation, etc. Donc voilà, on en est arrivé là par l'accumulation de tous ces éléments. Juste une chose, vous voyez que aujourd'hui, c'est redescendu, hein, le marché s'est bien détendu, mais bien détendu sur un prix qui est autour des 180, entre 150 et 180 euros du mégawattheure. Voilà, on va passer les slides puisque je suis à peu près à la moitié de ma proposition, de ma présentation. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit tout cela, qu'est-ce qu'on fait? On est devant, donc les clients sont devant plusieurs cas de figure, où effectivement, ils ont renégocié leur contrat de fourniture gaz il y a quelques mois, voire quelques années, en bloquant leur prix. Et auquel cas, pour les mois à venir ou les années à venir, ils sont protégés de toutes ces variations. Ils sont dans ce qu'on appelle des prix fixes. Quand on était venu à l'époque où le conseil était de figer les prix sur une durée assez longue pour se protéger des augmentations, ça, on a la majeure partie de notre portefeuille client qui est dans cette vision-là, ils sont protégés. En revanche, tous les clients qui n'ont pas fixé leur prix, qui n'ont pas acheté pour les mois à venir ou les années à venir, là, le problème se pose. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Tout de suite, on peut dire que effectivement, la demande industrielle est vraiment en récession. Ce qu'on appelle donc l'effacement et puis l'ensemble de cette demande globale a chuté. On va annoncer les prix les volumes dans quelques semaines, mais c'est autour de 30%. On voit que globalement, l'effort a été fait sur 30% dans le secteur industriel de chute de quantité. Aujourd'hui, on voit quand même quelques points positifs. Les stocks sont pleins en Europe, en France. Les stocks stratégiques français sont pleins. Donc, ça nous confère quelques, on va dire, des points positifs pour envisager les semaines à venir. Donc ça, c'est dans la vision de la détente du marché. Donc, on a une vision plutôt baissière des prix en Europe, même si on est très clair, les risques de rebond des prix sont pas à écarter, hein. La météo, pour l'instant clémente, elle peut devenir très, très rude rapidement. Les infrastructures, on a vécu la problématique avec l'approvisionnement norvégien. La vision aussi de la Chine, hein, qui capte beaucoup d'approvisionnement en GNL, tous ces éléments, effectivement, peuvent générer des rebonds. Nous, aujourd'hui, le conseil que l'on donnerait à nos clients qui n'ont pas encore renouvelé, c'est signer maintenant des contrats courts, le plus court possible, avec des contrats indexés. Il est bien évident, quand on est dans une période très haute, signer un contrat prix fixe à un prix haut pour plusieurs années, ça ne paraît pas être la bonne solution.
Donc nos recommandations, effectivement, c'est pour répondre à votre deuxième question, c'était qu'est-ce qu'on fait? L'accompagnement qu'on donne, nous, NJ, c'est clients signés sur des contrats indexés, PEG, EMA, sur quelques mois, 12 mois grand maximum. D'accord. Voilà. Merci Madame Nicolas. On voit bien que les constats sont partagés. Donc sans plus attendre, je vais laisser la main à notre représentant de l'État ainsi que notre médiateur. C'était pas Bépi. C'est... Ok. Donc je laisse la parole à Monsieur Trussardi. Bon, écoutez, merci, bonjour à tous. Voilà, je suis dans un rôle assez compliqué. Je suis prêt à recevoir vos coups COUPS. Voilà, puisque la solution est compliquée. On attend beaucoup du gouvernement, des fournisseurs bien sûr, mais du gouvernement. Et aujourd'hui, les choses ne sont pas aussi réjouissantes que ce qu'on pourrait tous espérer, vous d'abord, mais nous à vos côtés. Pardon? Non, c'est pas indispensable pour voilà. Donc on peut juste, moi je peux me mettre moi qui m'exprime aux personnes. Voilà, donc tout ce que je peux ce que j'espère pouvoir émettre, c'est quelques espoirs et la volonté du gouvernement qui est parfaitement au courant en fait de la situation que vous connaissez, puisque c'est de vous qu'il s'agit principalement. Alors tout d'abord, sa stratégie, je vais sans doute répéter des choses qui ont déjà été dites avant, mais la stratégie, on le sait tous hein, comme citoyens, 10%, la sobriété, c'est pas rien. C'est déjà en soi un effort gigantesque. Si on y arrive, c'est un effort collectif, mais qui aura des effets salutaires. Ensuite, voilà, a été bâti un plan, tout le monde a entendu parler, qui serait finalement en 3 étapes, selon la gravité qu'on ne peut pas mesurer hein, ou anticiper. Bon, la sobriété, je viens de l'évoquer. La phase 2, ça serait une idée de rationnement, avec, et ça c'est pas encore tout à fait au point, mais une idée de pouvoir partir sur des quotas qui pourraient être échangés, voilà, ou des périodes courtes, ou des engagements des industriels, des entreprises auprès de leurs fournisseurs pour essayer de réduire. Et puis la phase ultime sur laquelle on est prêt, ou presque prêt au niveau État, mais sur laquelle on n'espère absolument pas aller, c'est évidemment le délestage. Délestage qui est avec des conditions qui seront les plus respectueuses possibles du fonctionnement des uns et des autres, mais qui feront forcément de la casse et des mécontents, parce que qui dit délestage dit choix de ceux qui le seront et ceux qui ne le seront pas. Et évidemment, toutes les entreprises ont toutes des raisons les plus recevables et légitimes les unes que les autres pour dire « moi, j'en ai vraiment besoin ». On le sait tous. Donc, espérons qu'on n'y arrive pas, mais si c'était le cas, évidemment, ça serait assez dur. Voilà, après, évidemment, il y a d'autres négociations qui se passent au niveau de la Commission européenne. Je vais vous en dire quelques mots. Et puis cet exemple du Portugal-Espagne, qu'on a tous à l'esprit aussi, il y a des indexations du prix du gaz qui est utilisé pour fabriquer l'électricité, de façon à pouvoir rendre le coût de l'électricité un peu moins cher. Je ne peux pas vous dire où on en est. Je ne sais pas non plus ce qui bloque exactement. Je ne suis pas assez technicien dans ces phénomène de négo, mais en tout cas, c'est bien dans l'idée du gouvernement. Ensuite, ce qu'on peut... maintenant, je reviens sur ce qui a déjà été fait. Bon, cette aide d'urgence pour les entreprises énergo-intensives, là aussi, on va se parler franchement, elle a été inopérante. Ça a pu aider quelques petites entreprises, 3 ou 4 dans le Puy-de-Dôme, idem dans les autres départements auvergnats. Enfin, c'était d'une part les conditions d'accès compliquées. 3% en 2021, c'est beaucoup. En 2022, c'est une autre histoire, mais en 2021, c'était quand même un sacré seuil. Puis le seuil de l'EBE, et puis une certaine complexité au niveau de la saisine du dossier. Je crois que là aussi, il y a un constat qui est largement remonté. Voilà.
Donc, petite amélioration en septembre en prolongeant cette aide pour les énergo-intensifs jusqu'au 31 décembre et avec suppression de ce critère sur le BE, mais qui, en fait, n'a pas non plus permis à beaucoup plus d'entreprises d'en bénéficier. Alors, j'ai oublié de dire quand même en préambule, il y avait quand même le bouclier, ça a dû être évoqué, mais il y a le bouclier quand même pour les particuliers, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais enfin pour les petites entreprises et encore celles qui sont à des tarifs qui permettent d'y accéder. Donc, écoutez, c'est toujours ça. Hein. Voilà. Alors les perspectives. Les perspectives, c'est d'abord d'essayer de modifier ces critères d'aide. Et il y a des négociations extrêmement intenses avec la Commission actuellement. Les idées actuellement seraient de prendre en compte également les achats de chaleur, donc pas seulement gaz, élec, mais également les achats de chaleur. Ça serait drôlement bien par rapport à tous les cas qui me remontent, enfin moi et mes homologues, mais tous les jours et de plus en plus. Voilà, c'est de permettre une période de référence non plus sur 2021 mais sur 2022. Là pour le coup, on aurait des clients. Et puis après, une notion peut-être un peu plus administrative, mais qui peut-être peut aussi donner des perspectives, c'est tout ce qui est facturation intragroupe, intragroupe qui pourrait aussi être inclus dans l'assiette qui permettrait de bénéficier de cette aide aux énergo-intensifs. Un élément un petit peu nouveau, récent, c'est l'activité partielle, puisque les entreprises qui font le constat qu'elles ne pourront pas supporter leur coût d'énergie pouvaient jusqu'à il y a une semaine ou 10 jours ne pouvaient pas prétendre à l'activité partielle du fait de cette augmentation des coûts de l'énergie. Voilà, les choses ont maintenant un peu changé. Alors c'est désormais possible avec des conditions qui sont malgré tout restrictives et on rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué juste avant, c'est-à-dire qu'il faut quand même démontrer une baisse de l'EBE et une baisse de 3%, mais cette fois-ci sur le chiffre d'affaires 2022. Donc, vers quoi on aimerait tendre pour les aides aux énergo-intensifs. Mais là, du coup, ça serait pour déclencher l'activité partielle, alors avec quand même un petit encadrement administratif, donc c'est-à-dire il faudrait quand même passer par l'expert comptable qui puisse démontrer enfin la réalité de tous ces chiffres. En début de mois, il s'est également passé une chose qui est loin d'être anodine, c'est quand même la signature d'une charte avec la majorité des fournisseurs d'énergie en France. Et il y a 25, je crois, engagements. Il y en a 3 qui me paraissent vraiment majeurs et qui peuvent impacter de façon concrète les situations des entreprises. D'abord, la simplification des aides, on vient de le dire juste avant, c'était compliqué. Là, vraiment, tout le monde s'est engagé à les rendre plus accessibles. Le fait que la CRE détermine des prix de référence. Alors ça va être intéressant pour les négociations à venir, puisque du coup, on aura un prix sur lequel se caler pour négocier avec les fournisseurs d'énergie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle. Je n'ai pas encore vu les prix, mais enfin, j'espère qu'ils vont sortir dans pas longtemps. Et puis enfin, aussi une aide qui n'est pas anodine, lorsqu'elle sera en place, ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est une garantie, ou plutôt une contre-garantie de l'État, dans le cas d'entreprises qui ont déjà une situation financière dégradée. C'est beaucoup d'entreprises, moi, qui viennent me voir, hein, qui m'appellent, et auxquelles les fournisseurs d'énergie leur disent, alors, soit on vous propose pas de contrat, alors c'est bientôt fini, mais c'est arrivé. Il y a des entreprises avec des bilans mauvais, une cotation Banque de France ou assureur crédit mauvaise, auquel aucun fournisseur acceptait de faire une offre de prix. C'est dramatique, hein. On sait pas où on va. Donc, avec des entreprises qui se disent, à partir de date, j'ai plus d'électricité, j'ai plus de gaz, rien. Voilà. Donc, on s'en est sorti dans certains cas avec la mise en place d'une garantie
Mais quand, par définition, ces entreprises avaient déjà une cotation très dégradée, donc les banquiers ne se précipitaient pas non plus pour mettre en place une garantie. Du coup, l'État a accepté l'idée de mettre en place une contre-garantie pour sécuriser les banquiers et du coup permettre aux entreprises de pouvoir accéder à une offre, au moins une, auprès d'un fournisseur d'énergie. Voilà. Alors après il y a plusieurs choses dans les 25, on ne va pas toutes les citer. Moi, la réponse systématique aujourd'hui, les signataires de la charte se sont engagés à répondre systématiquement. Entre nous, certaines réponses équivalent aujourd'hui à une non-réponse. C'est-à-dire quand il y a des prix qui sont tellement hallucinants que c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. Je le vois. Des préavis aussi indiquant aux entreprises que leur contrat va s'achever et qu'il y a lieu de se remettre à discuter. Des facilités de paiement, enfin bref, un certain nombre de choses intéressantes, mais qui ne sont pas de nature à régler tous les problèmes. Le problème du prix, il n'y en a pas 36 des problèmes, il n'y a que celui-là. Ensuite, ce que je peux ajouter, c'est que là, je mélange un peu mes deux casquettes. Je ne me suis pas présenté au départ, mais donc je vous ai parlé jusqu'à présent comme commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises. J'ai une seconde casquette qui est médiateur des entreprises également. Et je suis saisi indifféremment avec mes deux casquettes sur ces sujets. Comme médiateur, je vous avoue, je suis assez coincé aussi, parce qu'il n'y a pas de réel contentieux finalement entre les entreprises et les fournisseurs d'énergie. Il n'y a qu'un problème commercial épouvantablement difficile à résoudre, mais ce n'est qu'un problème commercial. C'est-à-dire qu'à la limite, le problème, le différend qui est rencontré ne pourrait pas donner lieu à une assignation au tribunal. Donc il y a, en mode médiation, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, comme médiateur, je ne peux pas, aux côtés des entreprises, aller voir les fournisseurs d'énergie pour essayer de faire en sorte qu'ils obtiennent un tarif plus accessible. Donc, comme médiateur, je suis embêté. Je peux intervenir néanmoins dans des cas où, par exemple, en milieu de contrat, je l'ai entendu, en milieu de contrat, un fournisseur dit, voilà, à partir de ce moment-là, on augmente parce que c'est comme ça. Ça, c'est pas possible, ça serait une modification unilatérale d'un contrat, auquel cas, là, il y a matière à discuter et il y a matière à intervenir en mode médiation, j'insiste, mode médiation. Le médiateur n'est pas là pour tordre le bras à qui que ce soit. Le médiateur, il est là pour essayer de faire en sorte que deux entreprises, quelle que soit leur taille, puissent discuter et trouver une solution amiable, notamment si le différend qu'elles rencontrent peut être porté devant le tribunal. Dans cet état d'esprit, voyant donc, faisant ce constat aussi le gouvernement en disant que le médiateur des entreprises et les médiateurs délégués régionaux ne peuvent pas intervenir, donc il y a actuellement en cours de recrutement un négociateur qui sera mis en place au niveau du gouvernement, qui lui, pour le coup, ne sera pas soumis aux règles, au processus de médiation, qui lui pourra intervenir vraiment aux côtés des entreprises pour essayer d'obtenir des prix ou des conditions les plus favorables possibles. C'est un commentaire un petit peu personnel, c'est une première quand même, que l'État accepte de négocier un contrat commercial aux côtés des entreprises. On verra bien ce que ça donne. Donc, ce négociateur, à mon avis, il risque d'être vite enseveli sous les demandes. J'ai compris que son rôle se focaliserait principalement quand même sur les énergo-intensifs. Les PME ne sont pas exclus, et je pense, on n'a pas encore tout à fait la règle du jeu, mais qu'il y aura une étape préalable de saisine du commissaire aux restructurations. Donc, moi, en ce qui concerne le Puy-de-Dôme, j'ai encore quelques mots à dire. Voilà, j'ai bientôt fini. Et ensuite, dans les cas les plus désespérés, effectivement, passer la main aux négociateurs au niveau national. Donc moi, effectivement, j'ai terminé en concluant comme ma voisine sur le seul conseil intelligent, on va dire, qu'on puisse vous donner aujourd'hui. C'est
et c'est un conseil qui a été un peu perturbé par une déclaration du président de la République, hein, qui n'a échappé à personne, qui a dit il y a quelque temps, attendez, surtout ne signez pas, ne signez pas. Voilà, aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'au niveau, au niveau des services de l'État, on est un peu embêté avec ce conseil, enfin, parce qu'on n'a pas de perspective très claire finalement sur l'évolution de la situation. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire aux entreprises, c'est signer les contrats courts. On a quand même l'espoir, en tout cas tout est mis en œuvre pour y parvenir, on a quand même l'espoir qu'un jour ça redescende. C'est la seule solution. Les aides que j'ai citées tout à l'heure, c'est sympathique, ça pourra peut-être aider des entreprises, mais elles ne feront que retarder l'échéance. L'objectif, c'est qu'une entreprise puisse avoir un fonctionnement équilibré et puisse faire face à ses coûts par rapport à ses ventes. Voilà, donc aujourd'hui, le Conseil fait signer des contrats courts. Un dernier mot pour dire que, évidemment, on a à l'esprit aujourd'hui, les entreprises signent un peu avec le pistolet sur la tempe. Hein. On leur propose des tarifs invraisemblables. Elles n'ont pas le choix si elles ne veulent pas s'arrêter. Voilà, on avait tenté, dans le cadre de la négociation qui a eu lieu pour la charte, d'introduire l'idée que l'on puisse mettre dans les contrats à venir une clause de révision pour justement se permettre et surtout qu'on aura un prix de référence qui sera déterminé par la CRE pour essayer de se donner la possibilité de renégocier en cours de route. Ça n'a pas été accepté, sans doute au moins par un fournisseur d'énergie. Donc pour l'instant, n'ayant pas cette clause de révision, partez sur des contrats courts et puis après on va tous prier ensemble pour que les prix redescendent. Voilà. Merci Monsieur Trussardi pour cette présentation à la fois de la DREETS et de votre rôle de médiateur. Alors je voudrais laisser la parole rapidement à Monsieur Mèche qui doit nous laisser assez tôt. Donc la parole est à vous. Oui, c'est mon propos juste pour vous dire qu'actuellement EDF reprend 100 000 clients par mois. Donc vous comprenez les difficultés de service. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure, l'entente de l'État. Oui, juste pour finir, pour compléter mon propos de tout à l'heure, EDF reprend 100 000 clients par mois, parfois des problèmes de ressources, pour rien vous cacher. Et ça a très bien été dit tout à l'heure, la question des clients qui doivent renégocier avec des dates de fin d'échéance en fin d'année, c'est est-ce que j'achète sur 1 an ou 2 ans? Vous avez vu que quand le prix de marché ce matin est à 550 pour 2023, il est à 250, à peu près à la moitié pour 2024. Alors, est-ce qu'il faut acheter 1 an ou 2 ans? Je ne sais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, la crainte que j'ai, c'est la reprise du froid. Et vous savez que dans la composante des prix de l'électricité française, il y a une partie du nucléaire, ce qu'on appelle l'AREN. Et en général, arrivé à fin novembre, il n'y a pratiquement plus d'AREN, donc ça fait encore des prix plus élevés. Et autrement, il faut signer vos contrats. J'ai envie de dire, si vous avez des échéances fin d'année, je vous conseille de signer vos contrats, moi, à minimum fin octobre. Voilà ce que je peux. Je sais que, alors, ça a été dit, aujourd'hui, on fait des offres valables, comme le marché est très fluctuant, des offres valables 24 heures. C'est très tendu pour les entreprises, puisque certaines peuvent avoir des offres entre 5 à 8, multipliées par 5, multipliées par 8. Et c'est vrai qu'on n'a pas la visibilité, vous l'aurez compris, de quelles vont être les aides de l'État pour compenser ce différentiel de prix. Mais plus vous attendez votre date d'échéance, plus vous êtes en risque. Si vous avez déjà sourcé 2023-2024, vous êtes tranquille, vous attendez. Mais si vous êtes à date d'échéance fin 2022, moi je vous conseille d'acheter d'ici fin octobre. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être même vous trouver pour certains, sans fournisseurs, parce que les fournisseurs n'arriveront plus à répondre, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Moi, je suis à votre disposition. Vous pouvez contacter tous vos conseillers avec le numéro qui est sur votre facture et on est à votre disposition pour vous accompagner dans cette stratégie d'achat qui peut être difficile pour certaines entreprises et je pense notamment au secteur des PME, PMI qui elles, n'ont souvent pas anticipé leur achat. Parce que quand les entreprises sont équipées d'acheteurs, en général, elles ont déjà acheté 2023-2024. C'est plus souvent la petite PME, PMI qu'on voit qui n'a pas anticipé, qui est en difficulté. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Excusez-moi, je suis obligé de vous le laisser parce que vous comprendrez qu'avec l'actualité, les journées sont très denses. Merci à vous. Au revoir. Merci Thierry.
parmi toutes les entreprises qui nous consultent tout à chacun, une m'avait dit, le seul bon côté de cette crise, c'est que maintenant je regarde mes énergies. Effectivement, la crise, c'est le moment de rebattre les cartes et de voir comment bâtir une stratégie énergétique plus performante. Donc là, on arrive à la fin de cette première partie de webinaire gestion de crise. Et là, si on essaie de repartir, de rebondir, quels sont les leviers à notre disposition pour nous accompagner? Donc, il y aura 3 temps. Le premier sera assuré par BPI France, le second par votre humble serviteur à la CCI, et enfin, je chargerai M. Duclos de Coopergreen de clôturer ce webinaire. Donc la parole est à Madame Véronique Joubert, qui est la directrice régionale de BPI France et qui va nous parler notamment des appuis financiers pour initier des actions de gestion de l'énergie. Bonjour à tous, donc Véronique Joubert, directrice régionale pour BPI France. Les équipes sur la Loire et l'Auvergne s'occupent donc des 4 départements de l'Auvergne, plus le département de la Loire. Et l'ensemble des dispositifs que je vais évoquer s'appliquent bien sûr sur la Loire, l'Auvergne et au-delà sur l'ensemble du territoire national. Donc, comme on le voit écrit, plan climat, BPI France a vraiment au cœur de sa stratégie les problématiques du climat et de l'énergie. Et donc, on a mis en place un plan climat depuis fin 2022, donc depuis 2 années. Et donc, on peut peut-être avancer on va aborder 3 parties, les enjeux du plan climat, comment on va pouvoir vous accompagner dans cette démarche de transition, et puis la communauté du Coq Vert. Donc, si on parle d'enjeux du climat, en fait, aujourd'hui, les phénomènes climatiques qu'on a connus cet été et qui se rapprochent et qui sont de plus en plus importants, on ne peut pas les ignorer. Et on voit bien que le climat impacte nos vies, celles de nos enfants et de nos petits-enfants. Et si on fait un focus sur les entreprises, voilà, l'appréciation du coût de l'énergie les impacte fortement et forcément va tirer vers le bas leur rentabilité et va impacter leur compte de résultat. Donc on constate aussi que 80% des dirigeants considèrent que le changement climatique appelle à une réaction d'urgence et simplement 30% des dirigeants ont déjà pensé et mis en place un plan d'action. Donc qu'est-ce que BPI France peut faire par rapport pour aider les entreprises dans ce contexte climat et énergie? Il va y avoir des dispositifs liés à du conseil, à de l'accompagnement, des dispositifs liés au financement, et puis au-delà des dispositifs liés à, on va dire, une communauté qu'on va créer pour que les dirigeants s'entraident entre eux. Donc sur le plan de l'accompagnement, il y a un premier diagnostic. Donc là, on n'est pas du tout dans du financier, on est dans de l'accompagnement et du conseil. C'est le Diag Ecoflux qui est fait en relation avec l'ADEME. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce diagnostic? En fait, c'est un conseil, un expert qui va venir dans l'entreprise et qui va analyser l'ensemble des flux entrants. Ça va être les matières premières, les composants, ça va être l'eau aussi. Et aussi les flux sortants, ça va être aussi l'eau, les déchets notamment, les produits finis et puis l'air aussi. Et donc cet expert va regarder comment optimiser, améliorer les flux entrants, les flux sortants. Ça va être par exemple comment économiser l'eau, qui est une ressource rare, l'eau à l'entrée et l'eau à la sortie, comment réutiliser l'eau de sortie, comment optimiser la gestion des déchets, comment pouvoir se mettre en relation avec des gens qui vont acheter des déchets, les réutiliser. Donc ça va être à la fois l'analyse des flux entrants, des flux sortants. Ça se passe en 4 étapes, donc analyse de vos pratiques, ça va être la définition d'un plan d'action, la mise en place des actions et ensuite l'évaluation du gain. En moyenne, parce que ce diagnostic s'adresse à la fois à des TPE, mais aussi à des ETI et des grands groupes, c'est en moyenne une économie constatée de l'ordre de 45 000 euros post-diagnostic et post-action. Ça s'adresse effectivement plutôt à des sites industriels, parce que c'est là où il y a le plus de matière à travailler et d'économie à chercher. Un deuxième diagnostic sera le diagnostic décarbonation. Donc là, c'est un peu différent puisque ça s'adresse aussi toujours à des entreprises, TPE, PME, ETI et GE, qui n'ont pas encore réalisé leur bilan de gaz à effet de serre.
En fait, ce DIAC décarbonation va leur permettre de réaliser le diagnostic, le bilan de gaz à effet de serre. Donc 3 étapes là aussi, on va mesurer les émissions, à la fois les émissions directes de l'entreprise, c'est le scope 1. Le scope 2, ça va être les émissions directement liées à la consommation d'énergie. Et le scope 3, ça va être les émissions liées aux fournisseurs de l'entreprise. La deuxième étape, ça sera un plan d'action. Et la troisième étape, ça sera toujours la valorisation et le passage à l'action. Voilà, c'est là aussi, je dirais, un diagnostic qui s'adresse à la fois à des sites industriels, mais au-delà à des sites tertiaires aussi. Voilà. La troisième mesure, qui est une mesure là aussi d'accompagnement, c'est un peu du financier, mais c'est surtout, on va dire, du conseil. Alors, on connaît tous le VIE. Et bien là, en fait, le VTE vert, c'est la même chose que le VIE, mais en France, et dédié à la transition énergétique. C'est de l'aide qui va être donnée aux entreprises pour embaucher une personne qui va être en charge de mettre en place un plan d'action de la transition. Et cette aide est quand même assez intéressante puisque c'est une subvention qui va jusqu'à 12 000 €. Donc, et puis maintenant, on peut passer au dispositif financier. Pardon. Donc on a un premier prêt qui s'appelle le prêt éco-énergie, excusez-moi. Vous avez le temps à disposition. C'est un petit financement qui va vous permettre de 50 000 à 100 000 € de pouvoir financer des frais liés à l'installation de dispositifs qui vont vous permettre de réduire la consommation d'énergie ou réduire la pollution. C'est par exemple l'isolation des bâtiments, ça va être par exemple une station d'épuration, ça va être un dispositif de récupération de l'eau par exemple. Donc c'est un financement toujours en partenariat avec l'ADEME qui a un taux bonifié, qui a la particularité d'être sans garantie et qui peut financer aussi du BFR lié au projet de décarbonation. C'est un financement qui peut aller jusqu'à une durée de 7 ans avec quelques années différées. Le temps d'attendre le résultat de la démarche qui va permettre de générer de la rentabilité, qui va permettre de rembourser le prêt. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est le petit frère. On a ensuite le grand frère qui s'appelle le prêt vert, qui a un dispositif beaucoup plus large. Il s'adresse aux TPE, PME, ETI et qui va jusqu'à un montant de 5 millions €. Donc c'est un montant très important qui là aussi va permettre de financer la démarche de transition énergétique. La particularité toujours, c'est que c'est sans garantie et surtout c'est une durée très longue puisqu'on peut aller jusqu'à 10 ans avec 2 ans de différé. Et toujours un taux bonifié. Et puis le dernier dispositif que nous mettons à disposition des dirigeants, et c'est pour ça que j'ai mis sur cette table le coq vert, c'est la communauté du coq vert. Donc là, ce n'est pas du financier non plus, mais c'est une communauté où les dirigeants qui souhaitent entrer en transition ou qui sont déjà bien avancés en transition vont se réunir, vont se parler et surtout vont se faire, on va dire, une cordée. Donc c'est-à-dire les primos en transition vont pouvoir trouver du conseil, de l'aide auprès de dirigeants déjà plus matures dans la transition. Donc ça sera des échanges de bonnes pratiques, ça sera du conseil, ça sera la rencontre de personnes qui produisent des déchets avec la rencontre de personnes qui achètent, entre guillemets, récupèrent des déchets. Et toutes ces personnes-là vont s'entraider pour améliorer, réduire la consommation d'énergie, réduire son impact climatique. L'ensemble de ces dispositifs est disponible sur notre site internet et bien sûr l'ensemble de nos implantations à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne et au-delà, à Lyon, à Bourg-en-Bresse, à Valence, Annecy, Grenoble, sont à votre disposition et sont à votre écoute pour vous aider et vous diriger sur l'ensemble de ces dispositifs. Merci Véronique pour ces présentations. Effectivement, il y a pas mal de dispositifs tant en matière d'embauche qu'en matière d'investissement et d'accompagnement. Donc à mon tour maintenant de présenter les actions menées par la CCI pour engager des solutions structurantes et optimiser la gestion énergétique. Donc très rapidement, alors nous avons conventionné au niveau régional avec l'ADEME pour mener un certain nombre de prestations, des prestations de sensibilisation.
ce que nous faisons actuellement, et aussi un rôle d'alerte, des diagnostics courts et des accompagnements. Donc là, je vais focaliser mon intervention sur les deux grands dispositifs. Alors, le Diag-Écoflux, qui nous a été présenté tout à l'heure, et qui s'adresse soit par la BPI si l'entreprise fait plus de 20 salariés, ou lorsque cette dernière en fait moins, c'est géré par la CCI. Et effectivement, c'est très intéressant puisqu'on regarde que lorsqu'on fait une non-conformité, en plus de perdre de la matière première et du temps, nous perdons de l'énergie. Donc c'est très intéressant pour donner un coût énergétique à ces process. Nous avons également la visite énergie, où on va faire un peu la chasse aux fuites, regarder tout ce qui peut être fait en matière de pratique pour diminuer les consommations, que ce soit l'établissement d'un tableau de bord énergétique, une isolation, gérer le compresseur ou regarder s'il n'y a pas des conduits qui ne sont pas calorifugés. Toutes ces petites choses comme ça qui à la fin participent à diminuer la consommation marginale, effectivement, ça ne peut pas permettre de supporter une augmentation de 800% de la facture énergétique, mais au moins permet de faire des petites économies faciles. Je tiens à dire que ces deux dispositifs sont entièrement gratuits. Nous avons également des accompagnements. Si l'entreprise, à l'issue de ces visites, ont identifié un besoin et demande un accompagnement au montage de dossier ou une recherche, nous pouvons le faire au nom de notre convention CCI. Je terminerai par quelque chose qui est dans la tête de tous les chefs d'entreprise en matière d'investissement environnemental, c'est les aides. Donc j'ai regardé les différents dispositifs existants. La plupart des aides sont gérées par l'ADEME et elles sont regroupées en 3 grandes catégories. La première, c'est les aides pour les études. Donc là, en fonction de vos aménagements, si vous voulez autoconsommer, mais je laisserai l'interlocuteur suivant vous expliquer ça plus en détail sur le photovoltaïque. Mais sachez qu'il existe une multitude d'aides pour des études de faisabilité pour des solutions de solaire thermique, de géothermie ou de chaufferie biomasse, pour tout ce qui est en lien avec les réseaux de chaleur. En dehors des études, il y a également des aides aux investissements. Il y a les appels à projets de l'ADEME ou les subventions en tant que telles. Alors, ces appels à projets sont pour la décarbonation, mais également pour des installations solaires thermiques collectives et des systèmes énergétiques pour tout ce qui est réseau de chaleur. Sur la partie subvention, alors généralement c'est pour des projets un peu plus modestes, nous avons les financements tremplins, aide à l'installation de production de chaleur biomasse, les financements d'installation de méthanisation, les aides aux installations de récupération de chaleur fatale et les installations de production de chaleur à partir de géothermie profonde. Toutes ces aides sont disponibles sur les 2 plateformes Agir pour la transition de l'ADEME et les aides prioritaires qui sont la plateforme gérée par la CCI France. Je terminerai, alors ce ne sont pas des aides, mais c'est quand même un dispositif de prise en charge partielle des investissements, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Alors, les certificats d'économie d'énergie, ce sont des émissions faites par les entreprises polluantes qui permettent de prendre en charge une partie des investissements que vous faites pour réduire vos consommations. Donc là, vous regardez sur le site internet du gouvernement, tapez C2E fiche action et vous aurez l'ensemble des équipements faisant l'objet de ce type de dispositif. Ça touche à la fois le tertiaire, le bâtiment, les processus industriels et certains investissements en matière de mobilité. Si vous voulez avoir une estimation de la prise en charge des C2E, je vous conseille la plateforme NRPro qui, bien qu'elle soit perfectible, offre un aperçu assez fidèle des gains que vous pouvez avoir via ces dispositifs. Donc je vais vous laisser la parole à notre dernier intervenant qui va nous parler de photovoltaïque puisque c'est une demande et un questionnement que beaucoup d'entre nous font remonter. Donc je trouvais que c'était important de dédier une partie entière au photovoltaïque. Flo, vous avez la parole. Merci. Bon. En général, c'est pas simple de conclure, d'être le dernier intervenant, mais là j'ai plutôt le beau rôle aujourd'hui, donc je vais en profiter aisément et puis parler peut-être d'entrepreneur à entrepreneur sur les problématiques de gestion de coûts. Le président Claude Barbin a introduit le sujet en parlant de mesures d'urgence. On sera peut-être un peu moins dans l'urgence que dans la structuration peut-être de la démarche énergétique en ce qui nous concerne, puisque l'urgence d'un projet photovoltaïque n'est pas forcément compatible avec celle du changement de tarif. On est sur des échelles plutôt de 12 mois
que des échelles de quelques semaines. Bon, néanmoins, moi je rencontre des entrepreneurs tous les jours, et les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est décider de leur sort, c'est maîtriser leur avenir, et pas se laisser forcément submerger ou dépasser par des conditions totalement anormales. Alors après aussi, il faut constater qu'actuellement, les gens sont plutôt dans une sorte de... Ils sont tétanisés, on l'a dit tout à l'heure, ils ont du mal à agir, et pour autant ils se tournent vers nous pour parler d'autoconsommation. Alors, l'autoconsommation, en 2 mots, c'est vraiment très simple. En général, nous installons... Alors, je me présente quand même en 2 minutes, parce que notre groupe Copper Green, que j'ai co-créé et que je co-dirige depuis 15 ans, est un générateur de solutions photovoltaïques pour entrepreneurs. Donc, on agit sur toute la valeur de la transition énergétique photovoltaïque. Nous avons un département ingénierie, développement de projet, un département installation et maintenance, et nous pouvons aussi intervenir sur le financement des projets de nos clients afin de leur éviter d'avoir accès à des financements bancaires. Donc l'autoconsommation aujourd'hui c'est simple, en quelques mots, nous installons en général sur le site du client, et majoritairement sur le site du client, toiture, ombrière ou au sol, une centrale photovoltaïque qu'on va dimensionner au mieux pour couvrir une partie des besoins de notre client. Les besoins que nous couvrons sont en général compris entre 25 et 40 à 50% de la facture énergétique de nos clients. Jamais ou très difficilement 100%. Nous sommes une énergie intermittente, nous ne fonctionnons pas la nuit, nous avons un fonctionnement qui est très saisonnier, donc nos efforts vont en général pour... d'avant. Encore avant. Encore. Voilà. Donc nous couvrons une partie des besoins de nos clients en général entre 20 et 40%. Je remonte une courbe. Alors tout à l'heure on a vu une courbe de gaz, mais c'est celle de l'électricité. C'est le marché vu d'aujourd'hui. Quand je dis vu d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout comment il sera vu demain. Il faut être très humble et nous ne sommes pas des spécialistes de l'achat d'énergie. N'empêche que nous avons vu des pics. Alors vous voyez les courbes, elles symbolisent différentes années. C'est l'énergie en 2023, 24, 25, etc. Vous dire quoi en quelques mots? Le prix du marché est très 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 élevé pour tous nos clients. Certains se sont trouvés des propositions à 1000 € le mégawattheure fin août. Aujourd'hui, M. Mej l'a dit, c'est 550 €. Juste faire un parallèle, le photovoltaïque est une énergie qui, quand j'ai commencé, revenait environ à 450 € le mégawattheure. Aujourd'hui, selon la taille du site, selon la méthode d'installation, notre coût de revient va être entre 50 et 75 € le mégawattheure pendant toute la durée où on finance le projet photovoltaïque. 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans selon la taille du projet. Donc, pour un chef d'entreprise, c'est figer une partie de sa consommation, à définir son étude, mais sur une durée assez longue. Une fois que le financement est fait, le coût de revient, il est quasiment de zéro. On parle de 5-10 € le mégawattheure. Donc certes, on ne va pas tout sécuriser, certes, on ne va pas remplacer les énergies du réseau, mais sur 20, 30, 40%, on va pouvoir sécuriser. Et ça, sécuriser sur une durée longue, je pense que c'est même pas un rêve, c'est une réalité. Tous les analystes, alors, qui se sont parfois plantés sur les prévisions, mais nous disent, voilà, et M. Mej tout à l'heure nous l'a rappelé, on a du mal à voir un atterrissage de l'énergie après 2028 en dessous de 100 € le mégawattheure. Alors je ne sais pas si c'est sur le slide d'avant ou d'après, Baptiste. J'ai vu ça. Voilà. Alors, là j'ai pris le cas d'un de nos clients, alors, il n'est pas dans le Puy-de-Dôme, il est dans la Haute-Corne, c'est un industriel, chez qui l'énergie aujourd'hui coûte à peu près 2% de son chiffre d'affaires et va peut-être lui coûter 6 à 8% l'an prochain. Autant vous dire que malgré des résultats satisfaisants, l'atterrissage est plutôt proche de zéro. Donc ce client, je prends un cas d'école, c'est plus simple. Il a une grosse consommation, il avait un mégawattheure à 42 €, c'est pas cher. Mais 42 € avec, il y a un petit graphique qui vous dit il y avait 41% de part énergie et le reste c'est du transport, des taxes, etc. Donc il avait un coût global à 102 € le mégawattheure. Après négociation, son coût va passer à 430 € le mégawattheure. Mettez en face un coût photovoltaïque chez lui autour de 50 €,
Vous imaginez l'économie qu'il va faire, donc on pourrait détailler des études à l'infini, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Et forcément, donc sa part taxe et sa part transport et sa part acheminement, enfin, etc. va baisser, mais en tout cas, il va pouvoir économiser et sur la part fourniture et sur la part taxe, parce que ces taxes que nous payons, qui servent à payer le réseau, ne sont pas prélevées lorsque le compteur ne tourne pas, et qu'en photovoltaïque, le compteur ne tourne pas. Donc il y a quand même un double effet de gain. Donc chez ce client, par exemple, on a prévu de lui installer, alors c'est une grosse centrale, 500 kW, des ombrières sur son parking, et sur ces 500 kW de puissance, 75%, 77% précisément seront consommés sur place, le reste sera vendu sur le réseau. Donc là, c'est un extrait de la projection qu'on avait faite juste avant la crise, l'annonce des tarifs. On avait fait une prédiction très très prudente du prix de l'énergie, c'est notre courbe jaune-orange. On est sur du 3,5% de la part énergie et 1% de la part taxe avant la crise, hein, on était très prudent. Et vous avez en courbe bleue son coût de revient photovoltaïque avec un financement sur 15 ans, très très prudent. Enfin, la marge qu'il fait, tout ce qu'il consomme, c'est entre la courbe jaune et la courbe bleue. Donc voilà, tout le monde peut le lire très clairement. Et si jamais il y a du surplus, il peut le vendre grâce à un contrat d'obligation d'achat. C'est la courbe grise, et là aussi, il fait une marge. Imaginons que notre client cherche à rester à iso-charge dans son entreprise et qu'il autofinance sa centrale. On est sur un retour inférieur à 7 ans, pardon. Un retour sur investissement inférieur à 7 ans. Donc ces gains, qui sont économies sur facture et vente de surplus, vont être épongés, enfin vont éponger le coût de l'installation en moins de 7 ans. Si on passe sur la slide d'après, on a remodélisé avec une courbe orange, vous voyez qu'il n'y a plus la même tête, hein, c'est ce qui nous attend, on l'a modélisé avec lui, c'est aussi sa vision du marché, en accord avec son actionnaire d'ailleurs qui est allemand. Et nous voyons que sur les premières années, donc l'année 5, on est vers 2028, sur les premières années, il a fait une économie colossale, il produit toujours au même prix, mais l'économie est colossale. Là, on est sur des retours entre 2 et 3 ans. Et chez lui, en plus, on a financé des ombrières de parking dans le prix. C'est pour vous dire, alors, il y a un effet d'aubaine qui ne nous satisfait pas, parce que c'est toujours un peu louche quand il y a des effets de bulle et d'aubaine. Mais, voilà, la réalité est claire, c'est que les systèmes photovoltaïques aujourd'hui, la courbe bleu marine en bas, elle est basse, parce que la centrale est peu onéreuse, mais nos coûts sont un petit peu tendus, on a des difficultés d'approvisionnement, etc. Néanmoins, le coût est baissier. Il est baissier structurellement. L'investissement de base, c'était de combien? L'investissement de base, là, on est sur environ 600 000 €. Alors, donc le retour est très faible, le retour sur investissement, et la courbe grise que je vous ai montrée de vente de surplus, c'est dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat décidé par décret. Donc on vend chez EDF obligation d'achat, c'est pas le même EDF que Thierry Mège, hein, c'est un autre EDF, c'est un service public on va dire dans ce cas-là. Mais on peut aussi vendre sur les marchés. Aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie veulent nous acheter de l'énergie au prix du marché, même au prix quotidien. Alors là, la courbe de retour sur investissement, c'est moins d'1 an. Donc c'est totalement aberrant. C'est quelque chose qui n'a pas de réalité. Néanmoins, ceux qui nous ont contactés il y a 1 an, qui vont être en service dans 2 mois, eux vont connaître ça. Pour les autres, on sera sur des courbes différentes, mais là où j'attire l'attention des chefs d'entreprise, c'est d'anticiper. Notre coût de revient restera toujours entre 50 et 70 € le mégawattheure sur une durée de financement de 10 à 15 ans. Et le coût de l'énergie n'est pas amené à descendre en dessous de 100 € le mégawattheure, plus les taxes, ça veut dire 140 €. Donc, couvrir une part des énergies, c'est une réalité. Donc, on n'est pas dans l'urgence, mais en tout cas, il est peut-être urgent de démarrer le projet, effectivement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? La capacité à fournir des panneaux photovoltaïques en ce moment, avec la demande et puis avec la crise que nous avons sur les pièces détachées ou sur les appros. Le marché mondial fait plus que doubler tous les ans. Oui. Il y a des pays où il triple, quintuple, et notamment en Asie. En France, il fait plus que doubler. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on double notre capacité, on est juste dans la moyenne. Pour notre part, on est en train de tripler nos capacités d'installation. Il faut anticiper les appros.
Je l'ai mis un peu plus loin, un projet photovoltaïque, pour les plus diligents, ça peut mettre 6 mois. 12 mois, c'est un délai raisonnable. 18 mois, c'est un délai maximum. Et donc, dans ce délai-là, on a tout le temps de s'organiser et de trouver des matériels. Donc ça, c'est pas une difficulté importante. On passe toujours par une étude de faisabilité qui est très importante, qui permet de déterminer le besoin, déterminer l'éligibilité d'un site. Tout le monde n'est pas éligible facilement. Il y a des arbitrages à faire entre les bâtiments, entre les ombrières, entre les parkings. Je pourrais m'étendre à l'infini pour vous expliquer qu'on peut très bien produire chez son voisin, faire des opérations collectives. Quand on est multisite, on peut mutualiser. Enfin, le marché est devenu très ouvert et très propice à des innovations de montage qui ne sont pas du tout risquées d'ailleurs, mais qui sont des optimisations du foncier. Donc avoir du foncier éligible, chez soi ou chez un autre, c'est le premier pas. Ensuite, étudier le besoin et enfin faire des scénarios technico-économiques et voir comment on valorise l'autoconsommation et le surplus. J'insiste aussi sur une notion importante, et nos banquiers aujourd'hui nous le disent et le disent à leurs clients qui sont nos clients. Vous avez parlé d'investissement, de CAPEX. Nos banquiers le voient plutôt comme un transfert de charge, et on le démontre facilement, c'est un transfert de charge. Le financement est extrêmement aisé, alors il ne faut pas être en situation précaire, trop précaire, mais peut-être que la BPI peut aider, je ne sais pas, mais voilà, vous apportez des financements ou des garanties. Pas des précaires. Mais en tout cas, c'est un transfert de charge. Et dernier élément que je peux vous donner, je l'ai mis un petit peu en haut de cette diapo, enfin avant-dernier élément. Il existe des solutions de tiers investissement. Nous avons des offres chez nous qui permettent de porter le financement et de mettre à disposition sous forme de redevance, de loyer, de location-vente, une centrale pendant le temps de son amortissement et de son financement et de la restituer à terme, à l'instar d'un crédit bail, aux porteurs de projets qui restent l'entreprise. Dernier point, Monsieur Mej a parlé de consommation, tout le monde a parlé de consommation. L'autoconsommation, c'est aussi piloter ses consommations. Donc c'est en fonction des prédictions météo, en fonction de ce qu'on connaît de l'entreprise, mettre des outils de pilotage, de mesure, d'asservissement pour peut-être déclencher des consommations quand il y a du soleil, peut-être soulager quand il y a des heures pleines, des heures de pointe, en décalant des fonctionnements, là où c'est possible, décaler l'inertie, c'est le cas pour décaler de la chaleur ou du froid. Donc tout l'agroalimentaire, les chambres froides, on peut décaler des consignes, on peut monter, baisser les températures, c'est un stockage, on ne parlera pas de batterie, c'est économiquement un petit peu un peu touchy, on va dire. Donc on peut décaler des consignes, on peut décaler des heures de fonctionnement, et en général, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit Baptiste, les gens sont heureux de s'occuper de leur énergie dès qu'ils ont du solaire sur le toit. Je peux vous dire qu'ils s'occupent vraiment parce que là c'est leur petit bébé, ils font attention après, c'est leur argent. Olivier, dans les différents dossiers que tu suis, est-ce que tu mesures l'accompagnement en dehors des fonds propres de l'entreprise? Est-ce que tu vois des financements banques, des financements ADEME, toute la synergie de l'État? La plupart, alors non, l'État aujourd'hui intervient dans le photovoltaïque en donnant des obligations d'achat à EDF, c'est la seule vraie aide qui demeure. Elle ne devient même pas compétitive. Ce qui est formidable, c'est qu'on devient autonome. Aujourd'hui, on est grand, on marche tout seul, on enlève les roulettes et on peut vendre l'énergie sur le marché. D'ailleurs, l'État qui achète l'énergie en producteur photovoltaïque à 100 € le mégawattheure aujourd'hui, se sert de cette énergie pour financer le bouclier tarifaire. C'est génial. On a été pendant 15 ans montré du doigt parce qu'on était subventionné indirectement. Aujourd'hui, la plupart de l'énergie qui est produite par nos centrales finance. Donc c'est bon, voilà. Donc les entrepreneurs se débrouillent avec leurs banquiers. Les banquiers sont très coopératifs. Voilà, ils financent et parfois à 100%. Parfois à 100%. Bah écoutez, merci. Je tenais à vous remercier tous les fils pour votre participation. Alors je vois que nous avons beaucoup de questions. Ça montre que les interventions ont été utiles. Donc la première question, c'est pour le moment, l'autoproduction échappe aux taxes diverses. Combien de temps imagine-t-on que cette non-taxation perdurera? On a un représentant de l'État. Oula, merci. Non, mais taxation. Si, le photovoltaïque est taxé. Vous avez les mêmes taxes, c'est une activité commerciale comme une autre, donc elle est largement taxée.
Peut-être que la personne parle peut-être d'utilisation du réseau, donc il y a ce qu'on appelle le TURP, le tarif d'utilisation du réseau public, il est dû. Il est clair que de moins solliciter le réseau, puisque les électrons ne passent pas sur le réseau, ils ne sont pas taxés. C'est un raisonnement tout à fait logique, ce qui n'est pas transporté ne doit pas être taxé. Néanmoins, ça baisse l'assiette au niveau national et on peut imaginer qu'un jour, si le réseau est financé par moins d'électrons qui circulent, on va trouver une façon de faire payer ceux qui se soustraient à cette utilisation de réseau. Bon, aujourd'hui on parle de 2% de la consommation. Donc le jour où on sera à 20% ou 30%, je pense qu'on se mettra tous autour de la table et on trouvera des solutions pour équilibrer ça, mais on parle de 2%. Donc pour l'instant il faut agir et on taxera plus tard. Alors j'ai une autre question. Est-il possible avec ENEF ou un autre énergéticien de demander des contrats plus courts qu'1 an? Alors je vous propose de répondre. Avec plaisir. Eh bien, alors oui, nous, Engie, on propose des contrats, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt des contrats courts, au maximum de 12 mois. Ça, c'est notre conseil actuel. Donc, effectivement, on peut complètement envisager un contrat de 3 mois ou un contrat de 6 mois. Après, il faut vraiment comprendre ce que l'on achète quand on parle de contrat court et de connaître le fonctionnement. J'ai sous les yeux, mais on ne va pas reprojeter, des cours du spot ou des forwards en électricité, c'est-à-dire le prix des cours pour l'électricité dans les 3 prochains mois, ou dans les 6 prochains mois, ou dans les 12 prochains mois. Évidemment, ces prix sont différents. Donc, si je pars, par exemple, aujourd'hui, le baseload, qui est l'index de cotation du marché, on va avoir pour le trimestre prochain un prix à 1022 €, alors qu'on va avoir pour le trimestre d'après un prix à 328 €. Donc, vous voyez que si on fait un contrat court 3 mois pour les 3 prochains mois, on va être énormément haut. Si on fait un contrat court pour les 6 prochains mois, on va être donc au milieu avec la moyenne entre ces 1022 et ces 328. Donc effectivement, lissé. Donc, moi je pense que le fournisseur conseil qui est auprès des entreprises, il est surtout là pour être conseillé, pour faire des simulations de propositions de prix en fonction du moment, parce que ce que je vous dis là, c'est vrai aujourd'hui. Quand on s'est vu il y a 6 mois, on n'avait pas du tout le même discours. Donc il est possible que dans 3 mois, on n'ait encore pas le même discours. Donc chaque entreprise, suivant son besoin, suivant la date de son échéance de contrat, suivant la période pour laquelle elle a besoin d'électricité ou de gaz, doit être en communication avec son fournisseur et trouver le juste contrat le plus optimum possible. Voilà ce que je pourrais répondre. Parfait, c'était exhaustif, je vous remercie. Alors j'ai une autre question, alors elle est un peu longue. Ne convient-il pas de réaliser des investissements structuraux de réseaux de chaleur biomasse pour les communes et les zones d'activité ou zones commerciales pour réduire la dépendance des entreprises au gaz, fioul et électricité? Les gains espérés sont à la fois financiers, puisque la plaquette forestière a très peu augmenté en comparaison de l'électricité, du gaz et du fioul, et les gains en matière de rejet de CO2, car le bilan carbone de l'énergie bois est proche de 0. C'est une question. Alors, ça s'adresse notamment aux collectivités, oui, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, il y a des appels à projets, des aides de l'ADEME spécifiques pour les zones d'activité et les réseaux de chaleur. Après, c'est à l'initiative des collectivités et pas des chefs d'entreprise. Alors, j'ai une autre question. Que pensez-vous du frein lié au problème d'assurance? Certains projets n'aboutissent pas à cause d'un frein lié au prix des équipements process présents. Beaucoup de débats également sur le risque incendie avec des avis divergents. Je crois que c'est pour moi. Oui, il y a des chances, ouais. Je crois que c'est pour moi. Alors beaucoup de projets n'aboutissent pas, je ne suis pas certain, peut-être trop. L'assurance, c'est toujours une question d'anticipation. Bien choisir son développeur de projet, bien discuter avec son assureur avant de démarrer le projet, bien faire rencontrer les différents techniciens. Il y a les techniciens du risque
et les techniciens des équipements. Pour notre part, on trouve très peu de blocages. On a eu des fois des blocages sur des scieries. Voilà. Alors que d'autres projets de scieries peuvent aboutir. Donc si ça aboutit d'un côté et pas de l'autre, c'est forcément un problème de communication. Aujourd'hui, le risque incendie, pour répondre très clairement, le photovoltaïque n'est pas un facteur aggravant d'incendie, il est plutôt aujourd'hui victime d'incendie. C'est une installation électrique comme une autre. Elle rend parfois l'accès aux pompiers un peu plus compliqué. Il existe des dispositifs très sécurisants. Nous, on a déjà formé 450 pompiers sur le département à ce risque-là spécifique. Donc ils savent que ça existe, il y a des process de prise en charge. Donc il n'y a pas de risque insurmontable. Et au niveau des assurances, il faut, si votre agent ou votre courtier ne répond pas, il faut l'aider à trouver dans sa compagnie celui qui est spécialiste du risque. On arrive à équiper des sites Céveso, des sites qui sont ICPE, des ERP, donc globalement 95%. Non, moi je voulais poursuivre le questionnement dans la foulée, vous l'avez évoqué à l'instant, mais donc au-delà de l'assurance, est-ce qu'il y a des démarches administratives type permis de construire, type ICPE, vous l'avez cité, oui. Voilà, et tout ça, ça se gère bien, donc, enfin, on se dit les choses en vrai, quoi. Les choses, oui, c'est la partie du process la plus longue, c'est un peu plus long que de faire venir un container d'Asie du Sud-Est, donc c'est la partie la plus longue, c'est les démarches. Peu de démarches aboutissent à des refus, très peu. Mais il faut les mener de front. On a les zones aéroportuaires, on a les zones ABF, on y arrive. Alors, tout le monde n'est pas éligible. Voilà, tout le monde n'est pas éligible. Ça c'est clair. Il y a des dossiers qui sont un peu sensibles. Le premier critère d'inéligibilité, ça va être la structure du bâtiment. Donc ça aussi, il ne faut pas qu'on se mente. On parle de rénovation énergétique, on peut parler d'amiante, on peut parler de beaucoup de choses comme ça, y compris de bâtiments récents. Il y a des difficultés des fois d'éligibilité. Alors parfois ça s'arrive par un certain coût de renforcement. Ils rentrent dans le projet, ça passe pas. Parfois c'est totalement inéligible. Donc là, on déplace le problème. On cherche des parcelles non exploitées sur des sites industriels. On cherche des ombrières. Parfois même on fait des extensions de bâtiments qui s'autofinancent dans le même élan. Donc voilà. Donc, mais pour répondre à votre question, l'administratif, oui, c'est lourd. C'est lourd, mais c'est maîtrisé, comme le reste. Peut-être que je peux dire un mot sur la partie assurance et de se dire que sur la partie assurance, je me mets assez facilement à la place du souscripteur dans une compagnie d'assurance. Les souscripteurs, quand ils connaissent un risque, ils le tarifient bien et ils le connaissent, parce qu'ils ont cette antériorité. Un souscripteur qui va tarifer de façon importante, c'est qu'il ne connaît pas le risque. Et donc, il maximise pour diminuer son risque. Donc, quelles que soient les compagnies d'assurance, il y a des souscripteurs dans les compagnies qui maîtrisent le risque photovoltaïque et je suis persuadé qu'on trouve des réponses sans difficulté. Cependant, il faut que le souscripteur ait déjà travaillé sur le dossier et bien sûr, comme il le connaît, eh bien, il sera à l'aise sur l'ensemble de la démarche technique et ce qui peut peut-être expliquer que pour certaines scieries ça passe, pour d'autres ça ne passe pas. Merci, Monsieur le Président, pour ce complément. J'ai une autre question. Que pensez-vous de l'idée d'effectuer un regroupement des demandes des entreprises à l'échelle départementale, régionale, voire nationale, pour faire pression au niveau de l'offre d'énergie proposée? Je veux bien répondre. Un collectif. Un collectif. Alors, si effectivement on voit des collectifs se créer, on en a déjà répondu à beaucoup. L'idée dans cette démarche-là, c'est surtout qu'il n'y ait qu'une négociation dans l'achat, donc d'affranchir toute la phase consultation, etc. Maintenant, le fait de grouper des quantités, malheureusement, on sera toujours face au même marché et le marché aura toujours les mêmes prix de sourcing. Donc, aujourd'hui, à part le fait de s'affranchir de la consultation et de s'affranchir de toute cette phase de démarche et de relationnel avec le fournisseur conseil,
Sinon, il n'y a pas de partie sur le... on ne va pas générer une économie d'échelle. Et non, ça, si on avait la baguette magique, ça se saurait, malheureusement. Oui. Opportunité. Hein. On peut se regrouper pour faire de l'autoconsommation sur un territoire. Donc là, c'est contourner, c'est voir de l'autre côté. L'autoconsommation collective, ça existe. Hein. Ça existe sur des mailles en tissu urbain de 2 km de diamètre. On peut l'élargir à plus de 20 km dans les zones peu denses, et Dieu sait qu'il y en a dans notre territoire. Et là, c'est mettre ensemble des consommateurs, des producteurs. Il y a des fois quelqu'un qui a une grande toiture, peu de besoins. À côté, peut-être pas électro-intensif, mais en tout cas un gros consommateur qui a une toiture peu éligible ou pas éligible, etc. Mettre ensemble des consommateurs et des producteurs sur un projet collectif, ça a du sens. Alors c'est un sens territorial, c'est un sens économique, c'est un sens technique, parce qu'on va foisonner, on ne consomme pas au même moment. Et plus on va étaler et mutualiser, plus on s'approche d'une autonomie et d'une indépendance, peut-être pas de 100%. On va monter son indépendance et on va aussi alléger le réseau. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est cadré techniquement et juridiquement. Donc ça a du sens. C'est des choses d'ailleurs sur lesquelles on a déjà travaillé au sein de ces bureaux, et on a des projets dont on reparlera, mais à des échelles territoriales. Voilà. Par exemple, on peut très bien parler d'une zone industrielle sur laquelle l'ensemble, voilà, un collectif peut échanger. Et même sur des nouvelles zones d'activité en développement, inscrire dès le départ cette démarche-là, en dimensionnant les réseaux, c'est quelque chose qui pour les années à venir, aura un sens évident. Oui, la typologie de contrat type PPA, où on va effectivement produire à un endroit et voilà, on voit ça, nous on a fait ça sur un autre domaine, mais au niveau du village de l'accueil, ouais, avec effectivement la laiterie de l'accueil notamment, ouais, pour ne pas la citer, qui va pouvoir utiliser la centrale agri-voltaïque de Camélia. Non, mais ça se fait complètement entre fournisseurs d'énergie, développeurs, consommateurs. Il y a vraiment un petit écosystème qui se forme, et voilà, chacun dans sa partie. Effectivement. Mais voilà, juste pour finir sur le contrat de fourniture individuelle en B2B, je dirais que même c'est presque la fausse bonne idée, parce que si on est en offre générique, on n'a plus un contrat personnalisé au site. D'accord. Okay. Alors, j'ai encore une question. Finalement, vous avez beaucoup de succès. Comment sera le choix du délestage, coupure, réduction pour les entreprises utilisatrices d'électricité 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, avec une exigence du besoin en continu sur des équipements comme des fours qui doivent rester à température 24-24? Moi, je veux bien intervenir, vous dire deux mots. Bon, je ne suis pas en première ligne sur ce choix, donc il appartient au préfet de département en lien avec les DREAL qui ont déjà travaillé, je l'ai dit tout à l'heure, sur des perspectives de délestage en espérant ne jamais avoir à les mettre en œuvre. Aujourd'hui, les principaux critères, c'est tout ce qui est lié à la santé, évidemment, mais la sécurité, mais pour ce qui concerne les entreprises industrielles notamment, c'est effectivement l'idée d'outils de production qui, s'ils étaient coupés, seraient endommagés ou détruits. Enfin, c'est des fours de verrerie, par exemple, des choses comme ça. Et aujourd'hui, donc, la réflexion des listes qui sont faites, ou presque, enfin, en tout cas, elles peuvent encore évoluer, mais c'est focalisé là-dessus. Donc, en aucun cas, par contre, si on le voit différemment, sur les notions d'emploi ou d'économie. Parce que ça serait, enfin, on peut tous imaginer, ça serait sans fin, comme je disais encore tout à l'heure. Toutes les entreprises auraient des raisons toutes les plus intéressantes, les plus légitimes, les plus convaincantes, les unes que les autres, pour dire moi non, enfin moi, écoutez, je fournis, je ne sais quel fournisseur automobile, quel constructeur automobile par exemple, qui arrêterait immédiatement toutes ces chaînes, ça existe. Mais ça, non, voilà. Ça, aujourd'hui, c'est pas le critère. Le critère, c'est vraiment l'outil industriel. Alors, dans le cas qui est cité sur les fours qui doivent rester en température, j'imagine, parce que sinon ils seraient endommagés, vraisemblablement, dans un tel cas, le délestage pourrait être évité.
Bon, après les délestages, là aussi, l'Adréal serait mieux placé que moi pour vous répondre, hein, mais c'est quand même organisé de telle façon à ce que ce ne soit pas des délestages trop longs, qu'il y ait des préavis. Bref, tout est imaginé, si on devait y arriver, pour limiter réellement les impacts. Merci, Monsieur Trussardi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'en ai une un peu générale et j'en ai aussi. J'en ai une pour Roger. Je suis inquiet de la façon dont il va traiter le sujet. Donc, un propos liminaire un peu angoissant. On a le sentiment que la crise Covid a été difficile, mais qu'elle n'était pas aussi structurelle que celle dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Et quand je parle de structurelle, c'est-à-dire qu'elle peut durer longtemps et qu'elle remet en cause beaucoup de choses. Est-ce que c'est le retour que vous avez sur la vision à quelques mois et quelques années? Oui, moi je partage un petit peu cette inquiétude. C'est paradoxal parce qu'en fait des crises, on commence à être habitué à en vivre. Hein. Donc on a eu effectivement le Covid, puis on a pris les matériaux, après il y a eu la guerre en Ukraine, après maintenant il y a l'énergie. Mais à chaque fois, on s'est dit, le Covid, honnêtement, le premier mois, on s'est dit, mon Dieu, il y a toute l'économie qui va s'effondrer, qu'est-ce qui va se passer? Et puis finalement, ça s'est presque même mieux passé. Alors attendez, ça s'est pas fait tout seul, hein, il y a eu quand même un petit peu d'intervention, de prise en main par l'État et d'autres. Mais enfin, mais finalement, les entreprises s'en sont plutôt bien sorties. Bon, les matériaux, la période, c'est pas tout à fait fini, mais enfin, là, tant bien que mal, les entreprises se sont un peu quand même réorganisées. Elles sont agiles, ces entreprises, hein, elles ont trouvé d'autres fournisseurs, etc. Bon, Ukraine, Russie, bon, on a les effets indirects, hein, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Mais directement, là encore, bon, il y a quelques boîtes qui ont perdu des marchés, etc., ou des fournisseurs, bon, se sont réorganisés, bon, voilà. Mais là, mon Dieu... Enfin, moi, la solution, je la vois pas, quoi. Hein. Enfin, et pourtant, on pourrait être optimiste avec ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans. Là, ce que vous vivez et qui m'est répercuté à d'autres aussi. Enfin, c'est affolant, quoi. Des chefs d'entreprise qui sont sous sédatifs parce qu'ils savent plus comment ils vont payer leur facture électricité. Ils m'appellent, ils me demandent s'il faut qu'ils ferment ou s'il faut qu'ils déposent le bilan tout de suite, ou qu'ils attendent un peu. Mais moi, j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai essayé de faire de mon mieux tout à l'heure, mais honnêtement, on n'a pas de réponse concrète, sachant que la seule réponse, et j'insiste, c'est la baisse durable des coûts de l'énergie, même s'ils redescendront peut-être pas au tarif d'avant. Enfin, voilà, donc oui, moi je partage un peu cette inquiétude que je veux faire monter avec mes collègues des autres régions, hein, en permanence au niveau du gouvernement. C'est ça qu'on vous garantit, hein, que ça vraiment on le fait remonter. Et c'est regardé, hein, voilà. Mais après, tout n'est pas possible, notamment du fait de considérations européennes, hein, sur lesquelles on ne peut pas non plus prendre n'importe quelle initiative. Pour l'instant, on va essayer de tenir au mieux, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore de vraies catastrophes en ce sens que elles vont arriver à l'échéance des contrats, quoi, de resignature de contrats. Voilà, il y a des entreprises qui ont intérêt à fermer plusieurs de la semaine, avec ou sans activité partielle, fermer parce que chaque jour leur coûte davantage, quoi. Oui, moi je suis inquiet, enfin, j'ai vraiment envie que ça aille mieux, mais... Écoutez, il me reste qu'à vous poser les dernières questions, et puis si personne n'a de remarques, on pourra clôturer ce webinaire. C'est des questions qui m'ont été remontées par mes différentes entreprises. Je me permets de les poser en leur nom. Alors la première, c'est plus un constat et une confirmation. Donc vous confirmez que les petites entreprises, celles qui ont moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffres d'affaires, mais qui sont sur tarif jaune, par exemple, pas sur tarif bleu, ne sont pas éligibles à l'aide de bouclier tarifaire. Pas de bouclier tarifaire. Alors j'ai aussi une question d'une entreprise qui avait un projet d'extension, qui en 2021 était éligible au bouclier tarifaire, mais à la suite de son projet d'extension, les contrats vont être renégociés. Est-ce qu'elle aussi, elle peut bénéficier de ce bouclier? Mais elle va modifier sa puissance? Oui. Et donc elle va passer au-dessus de 36, c'est ça? Oui, mais par rapport à sa consommation de 2021... à mon avis, si elle passe au-dessus de 36, elle n'aura plus le bon tarif, donc elle sera plus protégée par le bouclier. Si elle passe, elle devient inéligible de facto. Non? Oui. Hein?
enfin voilà, j'improvise la réponse, mais enfin c'est du bon sens. Okay. J'ai également une question d'une entreprise concernant le délai de déclaration 2021, puisque c'est des exercices glissants. Est-ce qu'on va regarder la déclaration sur une année civile ou sur une année comptable? J'ai pas la réponse, mais je comprends la question. Je me permettrai de, on pourra en reparler. De donner vos coordonnées, ou du moins qu'elle me pose sa question et je vous fais remonter. Et dès que j'ai la réponse, Normalement, donc ça c'est pour les énergo-intensifs. Oui. D'accord, l'aide d'urgence. Donc bon, c'est les DDFIP qui sont les interlocuteurs pour ces questions un peu techniques, et donc ça rejoint un peu la complexité de chaque cas particulier. Normalement, il y a l'idée de mettre en place une hotline, vraiment pour pouvoir répondre à ces cas un peu particuliers. Il y en a beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, c'est plutôt les DDFIP qui auront les réponses à ce type de questions techniques. D'accord. Et enfin, une dernière question, et après je vous libère. C'était une remarque très pertinente de notre président. Lorsque des mesures gouvernementales vont sortir, est-ce qu'il y a une clause dans les contrats qui permettront de faire bénéficier aux entreprises qui ont déjà signé ces contrats de bénéficier des aides du gouvernement, avec un effet rétroactif? Non. Pas à ma connaissance. À ma connaissance, c'est pour ça qu'on dit tous signer contrat court pour pouvoir vous donner l'opportunité de renégocier rapidement. Mais en cours de contrat, un contrat c'est un contrat. Donc il est établi sur la durée qui est donnée. Bon, après, on peut toujours le tenter à l'amiable, mais contractuellement, à ma connaissance, ça n'a pas été acté, en tout cas dans la charte qui a été signée récemment par les fournisseurs d'énergie. Juste, si je peux me permettre de rajouter et de prendre un exemple, notamment par rapport au bouclier tarifaire gaz pour les particuliers. Donc, si on voulait juste faire le pendant avec ce qui se fait aujourd'hui pour les particuliers, si demain on a quelque chose qui vient être proposé aux entreprises, on pourrait prendre cet exemple de ce qui se passe sur ce marché des particuliers. Aujourd'hui, un particulier qui signe un contrat gaz au prix du marché, donc à 200 € en gaz, il a un bouclier tarifaire qui est capé à 64,5 € du mégawattheure, et donc chaque mois sur sa facture, il a le delta entre son gaz facturé au prix du contrat, puisque c'est contractuel, et la ligne de ristourne du bouclier tarifaire. Donc aujourd'hui, ça se fait donc sur ce marché des particuliers. On peut libre à penser que demain, si quelque chose est mis en place pour les entreprises, ce schéma-là puisse être appliqué pour les entreprises aussi, mais dans ce cas-là. Mais c'est pour vous donner l'exemple de ce qui se fait ailleurs sur d'autres marchés. Alors j'ai une colle quand je vous écoute. On a toujours pris le cas d'entreprises qui existaient et qui avaient déjà un repère sur leur consommation. Et donc, bien entendu, elles arrivent avec un arriéré, avec une vision, un historique. Quid des entreprises qui n'ont aucun historique et qui, malgré tout, vont se retrouver au regard du volume, au regard de l'activité consommatrice d'une façon importante. Donc, sans aucune base sur le passé. Alors, effectivement, et ce cas de figure, vous faites bien de le souligner, parce que ça existe, ce qu'on appelle les mises en service, qu'ils soient en électricité ou en gaz. Alors effectivement, au-delà du fait qu'on connaît la puissance, le besoin en puissance maximum, ça c'est donc si on parle d'électricité, mais en gaz aussi. En revanche, on fait des contrats ultra courts, donc d'1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, sans engagement de consommation, avec effectivement une consommation qui est complètement flottante, et donc la facturation sera la facturation à la conso. En revanche, effectivement, là aussi, il sera sur une formule de prix dont je parlais tout à l'heure, par exemple pour le gaz, qui est ce qu'on appelle le PEG plus constante, c'est-à-dire il aura un prix fluctuant au gré de l'évolution du prix du marché. Et cette expérimentation, si on peut le dire. Ce contrat court, oui. Pour vous, vous le voyez sur combien? On peut le faire sur 1 mois, on peut le faire sur 3 mois, on peut le faire sur 6 mois. En fait, voilà, on peut de toute façon un peu projeter quand même, suivant l'usage que l'entreprise va avoir, la puissance du matériel qu'elle va installer et le fonctionnement qu'elle se projette à l'avenir, on peut se donner une projection de volume.
donc les projections de puissance. Ça nous donne un ordre d'idée. Mais je pense que l'élément important dans ce qu'on se dit, c'est contrat court et pas d'engagement. Voilà. Est-ce que BPI a des dispositifs pour les créateurs justement d'entreprises? Alors, sur le point de vue de ce qu'on a évoqué des dispositifs BPI France, quand on est face à une entreprise en création, on ne pourra pas mettre en place les dispositifs de financement. Par contre, on a des dispositifs de garantie, c'est-à-dire que la banque qui pourrait financer peut-être du BFR ou on va dire un financement pour pallier à l'augmentation subite des prix de l'énergie. Nous, ce financement, on va dire de BFR ou de crise, on va pouvoir le garantir en fait. Et on va pouvoir garantir la banque, c'est-à-dire se porter caution entre guillemets, sur des pourcentages qui vont de 50 jusqu'à 70%. Hein. Donc c'est une garantie assez forte de l'État. Et parfois, ça permet aux dirigeants de ne pas donner sa caution personnelle, parce que dans une entreprise en création, c'est souvent sollicité parce qu'on n'a pas de recul sur le passé. Et sur des engagements photovoltaïques importants sur la base d'une société qui se lance avec un parc qui peut être important en photovoltaïque, la posture est la même? Alors en fait, au niveau, alors c'est une posture un peu différente, hein, puisque nous, BPI France, on est des gros financeurs de tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est éolien. Donc là, on a souvent des sociétés projets qui abritent un projet photovoltaïque, éolien ou autre. Et donc là, par contre, sur cette typologie de société, qu'elles aient un engagement d'achat donné par EDF ou qu'elles aient un PPA, enfin on parle du corporate PPA aujourd'hui, on a tout à fait la possibilité de financer ce qu'on appelle les SPV, des sociétés projets qui vont abriter du photovoltaïque, de l'éolien et d'autres typologies d'énergie environnement. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on finance de multiples projets, mais ce projet je connais un peu plus parce que c'est moi qui l'ai financé avec mes équipes. On a financé un projet corporate PPA où en fait une société projet collectait des déchets, brûlait des déchets, les fameux CSR, et produisait de l'énergie pour créer de la vapeur utilisée par une société dans le cadre de sa production traditionnelle. Donc ça, on a financé ça à côté toujours des banquiers, puisqu'on est toujours en cofinancement avec les banquiers, et c'est typiquement du corporate PPA, et c'était des montants très importants sur une société projet. On finance aussi la même chose quand on a du photovoltaïque, de l'éolien, sur un engagement d'achat d'EDF et sur des durées de 20 ans. Alors ça, on va vous financer des gens qui sont un peu dans notre cœur de métier, qui créent des sociétés donc dédiées, mais qui ont déjà un recul pour être financés. Je pense que dans le cas qui était évoqué... Pas toujours, hein, on a aussi des nouveaux entrants. Des nouveaux entrants. Mais en tout cas, c'est un projet structurant. Dans le cadre d'une PME qui viendrait à se créer, si elle veut intégrer un projet photovoltaïque, ça veut dire qu'elle a déjà une maîtrise de son foncier. Oui. C'est déjà pas souvent le cas. Et si on est en création de société, avec une création de foncier, une acquisition, une construction, si les choses sont bien montées, il suffit d'intégrer le CAPEX supplémentaire du photovoltaïque. Mais en général, en création, je pense qu'il y a de nombreux cas où on n'est pas en maîtrise de son foncier. C'est quand même... c'est assez rare. C'est assez rare. Donc... nous, on est sur le temps long. Nos projets, c'est quand même du temps long. Alors, même si ça peut être porté par des investisseurs comme nous, nous, on a le même problème qu'un banquier. Après, on va noter le risque de notre client. Il va falloir qu'on soit sur le temps long. Donc, c'est rarement une mesure d'urgence, c'est rarement une mesure de création. Très bien. Alors, nous avons un participant qui confirme. Je confirme que c'est bien les DDFIP, notamment et particulièrement le DDFIP du Var, qui reste compétent pour gérer le dispositif d'aide ECE dans l'attente des évolutions législatives non encore votées par le Parlement à cette date, voire site du ministère de l'économie et des finances. Alors donc c'était Patrick, voilà. C'était notre DDFIP du Puy-de-Dôme, Patrick Sisco, que je remercie d'être à l'écoute de ce webinaire et je le salue avec grand plaisir. Écoutez, je pense que... Alors, il nous reste effectivement, d'abord à remercier l'animateur. Les dames que vous ne voyez pas, ce sont des dames. C'est pas. Des fois, nous avons aussi des hommes qui sont à la manœuvre, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui participent au bon fonctionnement de ce webinaire. Je déplore qu'elles soient devenues expertes,
parce que nous avons déjà fait beaucoup de webinaires durant la phase Covid. Donc elles sont deux à nous accompagner. Merci. Alors tout à l'heure je t'ai appelé Olivier, hein, Hervé, pardon, c'est Hervé, mais la famille est importante. Pas grave, Nicolas. Bon. Voilà, et il m'envoie le prénom de mon fils, très bien. Merci madame d'avoir représenté aussi magnifiquement BPI France. Merci Monsieur Troussardi de monter sur tous les coups difficiles. Merci madame d'avoir évoqué la partie NJ. Et puis les questions, alors bien entendu ce webinaire vous pourrez le réécouter et je pense qu'il est assez dense pour permettre de se mettre à l'aise sur ce sujet-là, et en fonction des demandes nous serons peut-être amenés à faire un nouveau point d'étape sur la partie énergie, gaz, électricité. De vous rappeler que sur le travail de votre chambre, nous avons également une compétence qui est partagée avec Baptiste, c'est sur la gestion de l'eau. Je pense aux entreprises qui doivent gérer leur PUR, plan d'utilisation rationnelle de l'eau, que nous travaillons à la fois sur des événements conjoncturels, mais à la fois sur des événements structurels, et qu'il y a un club de l'eau qui est au sein de cette CCI, qui travaille depuis 3 ans et qui a un niveau d'expertise qui le rend pertinent sur l'ensemble de Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, j'en ai profité pour faire la pub pour votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme, et merci pour votre participation, d'avoir passé votre matinée avec nous.